Déjà 15h15, nous sommes heureux de vous retrouver pour parler livre encore ce lundi sur la radio des auditeurs. Et c'est une édition tout à fait particulière car nous invitons à notre table la Côte d'Ivoire qui est au Cameroun grâce au Salon international du livre, le Salon international de l'industrie du livre qui a eu lieu effectivement au cours de la semaine dernière, le salon qui s'est refermé exactement samedi. Et nous avons, lors des tours au niveau des stands, été attirés tout de suite par le stand de la maison d'édition Eberny. C'est une maison d'édition qui existe depuis 2002. De ce que nous avons pu lire, c'est plus de 500 titres. C'est beaucoup de textes déjà qu'on peut consulter via leurs différentes plateformes. Nous avons la chance de les avoir ici aujourd'hui. Madame Odile, bon après-midi et bienvenue. Merci à Radio Royal FM. Alors, avant tout propos, je tiens à vous dire merci. Merci de nous avoir invités, de nous permettre de parler des éditions Eberny et de parler aussi du livre qui est notre produit commercial. Oui. Vous êtes au Cameroun depuis plusieurs jours maintenant. Comment on s'y sent? Est-ce qu'on se retrouve dans la belle famille, comme on a l'habitude de le dire? Oui, on se sent à la maison puisqu'on est en belle famille, donc il n'y a pas de souci. C'est bon, ça marche. Alors, parlez-nous un peu de la maison d'édition Eberny qui existe depuis 2022. Alors, on ne peut pas parler de la maison des éditions Eberny sans parler de notre PDG, qui est Madame Amouakon Faukenberg Marie Agathe. Une femme de conviction, une femme qui aime vraiment la littérature. Parce que, voilà, quand j'étais au salon et qu'on m'avait posé la question à savoir, est-ce qu'on peut être riche dans l'édition? Je leur ai dit que ça dépendait. Qu'on ne venait pas dans la maison, dans l'édition, pour s'enrichir, mais on vient d'abord par amour. Et c'est une dame qui est allée vraiment à l'édition par amour. Parce que quand malheureusement nous avons fini d'écouler notre œuvre, et puis à la radio on ne peut pas voir. Mais quand on voit les œuvres que nous produisons, on sent l'amour qu'elle y met dedans. Je vous rassure tout de suite, c'est la radio augmentée. Passez-moi de vos livres. Oui, on a comme c'est la radio augmentée, il y a la caméra, donc forcément, on pourra regarder via les différentes plateformes Facebook. Alors, c'est avec beaucoup de conviction qu'elle a décidé de se lancer dans l'édition. Ah oui. Et puis finalement, aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a de quoi être content. Bien sûr, parce que sur le marché ivoirien, on peut dire que Eberny figure parmi quand même les leaders. Il y a eu plusieurs prix. Oui, plusieurs prix. Plusieurs prix, que ce soit côté mécénat, que ce soit côté au niveau du livre, que ce soit plusieurs prix au niveau de nos auteurs. Parce que quand il y a le concours, on permet à nos auteurs de compétir et nous en remportons aussi. Alors, depuis 2002, on peut déjà situer combien de titres? À peu près 500, comme on l'a dit, ou bien on a avancé depuis... Alors, je vais dire que nous intervenons pas seulement que dans un seul domaine des livres. Nous intervenons dans le scolaire, le parascolaire, la littérature enfantine, la littérature générale. Et du coup, quand tu as toute cette panoplie, c'est sûr que tu auras quand même édité pas mal d'ouvrages. Et donc 500, c'est peu. Oui, c'est beaucoup plus aujourd'hui. Oui. Alors, vous éditez aussi bien des Ivoiriens que des Camerounais? Justement, nous sommes internationaux. Et là, si vous voyez ce titre, que j'ai tenu à faire venir ce titre parce que c'est le titre d'un de nos auteurs camerounais, Jusqu'au bout de ses désirs, de Régine Charel. Oui, Nzoya. Voilà, Nzoya. Jusqu'au bout de ce désir. Nous en avons au moins quatre auteurs camerounais, mais là, c'est à elle que nous avons accompagné sur notre stand au niveau du Sili. Voilà. Au Salon international de l'industrie du livre, qu'est-ce qui peut justifier votre présence au-delà? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de se retrouver au Cameroun? Veuillez parler de votre travail à vous. C'est intéressant de se retrouver au Cameroun parce que, comme je le disais, nous sommes internationaux. Et on se dit que quand on édite des auteurs camerounais, qu'il y a un salon qui se tient au Cameroun, il faut venir pour leur permettre de faire connaître leur œuvre et par crochet faire connaître aussi notre maison, les éditions Eberny. Voilà. Assez intéressant en tout cas. Alors, des rencontres que vous avez pu effectuer au cours de la semaine, comment est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on rentre totalement satisfaite? On rentre... D'abord des échanges et puis des personnes côtoyées. On rentre satisfait
concernant les échanges. On rentre aussi satisfait concernant les personnes qu'on a rencontrées. Et puis on est satisfait aussi parce qu'on a déjà pu établir quelques contacts pour dire qu'après nous, il y a quand même quelqu'un qui a su notre intérim ici. C'est déjà bon. Il y aura un pôle ici au Cameroun désormais. Bien sûr, oui, bien sûr. D'accord. Vous n'êtes pas venu seul, il y a Karin qui est avec nous. Bienvenue à Royal FM, bienvenue au Cameroun. Alors, de la littérature camerounaise, est-ce qu'on avait déjà une certaine idée des auteurs, des personnes qu'on avait lues d'ici là? Donc, c'est plutôt l'auteur Régine. Voilà, Régine, Charel, Njoya. Oui, Njoya, mais je n'ai pas lu, personnellement, je n'ai pas lu d'auteur camerounais. Voilà. Mais par contre, Odile, si. Elle en a plus. Ah oui, parce que chez nous, quand tu fais la série littéraire, il ne faut pas se limiter seulement qu'à la Côte d'Ivoire. Il faut s'ouvrir pour pouvoir quand même, quand tu as tes sujets, pour pouvoir étayer avec ces auteurs-là. Donc j'ai bien aimé Une vie des boys de Ferdinand Ono. Et puis Esaboto, Ville Cruelle, que j'ai bien aimé aussi, d'auteurs camerounais. Sans voyager, j'avais connu le Cameroun au travers de ces deux auteurs. Et c'est vrai que la description au niveau des différents livres, c'est une description fidèle au regard de tout. Vous également, vous avez côtoyé et les maîtres traditionnels et tout le reste, ou pas encore? Parce que lui, pour le héros, il faudra passer dans des endroits ciblés. Hein. Vous n'avez pas eu le bon guide ou bien... Où ça? C'est prévu qu'on ira découvrir. Si demain on va manger, sinon on n'ira pas. Alors finalement, vous avez déjà en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a beaucoup de Camerounais qui malheureusement découvrent la littérature ivoirienne. Alors s'il fallait faire un conseil sur quelques auteurs qu'il faut absolument lire, ceux de la littérature ivoirienne, on dira qui, on parlera de qui par exemple? Alors, je dirais pas que fait déjà aimer seulement que la littérature ivoirienne. Nous, si vous avez remarqué sur notre stand, on a commencé d'abord avec les livres de jeunesse, d'adolescence, avant de toucher les adultes. Donc je vais dire, au niveau des livres jeunesse, c'est pas que des auteurs ivoiriens que nous éditons. Comme je le disais tout à l'heure, on édite tout le monde. On édite le monde entier. Vous allez voir que c'est nous qui avons eu l'exclusivité d'éditer Kirikou, qui est un Belge, l'auteur, voilà. Mais c'est nous qui avons édité Kirikou. Bon, ça je ne saurais dire pourquoi, c'est à lui peut-être de nous... De faire le choix, c'était voilà, le travail il a choisi, voilà, la maison d'édition Ebuni. Pour dire que moi, si je veux donner un conseil, c'est d'abord commencer à la base, depuis les parents, pour inculquer déjà le goût de la lecture à nos enfants, pour qu'ils grandissent adultes avec les livres. Voilà un peu. Donc bon, s'il y a un auteur ivoirien que je peux recommander, il y en a tellement, mais à notre maison d'édition, je vais recommander déjà Tubis Kofi, qui est un célèbre journaliste aussi, comme je suis avec les journalistes, qui est un célèbre journaliste ivoirien, qui est très bon en écrit. Voilà. Généralement, les journalistes, peut-être parce qu'ils ont en permanence cet exercice-là rédigé, ils sont précis et concis au niveau de leur récit. Bien sûr, voilà. On fait aussi les beaux livres. Et les beaux livres, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais si vous voulez connaître l'histoire de la musique, pas seulement ivoirienne, mais depuis l'Afrique, on a le livre de BBC, qui est aussi un ancien journaliste, qui a travaillé chez nous à la radio nationale, qui a fait un très beau livre concernant tous les musiciens camerounais jusqu'à notre époque, depuis les années d'indépendance. Et le livre, ça s'appelle, c'est un beau livre. Voilà. D'accord. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un débat ou un conflit entre le livre papier et le livre numérique? Alors, ça commence à s'opposer aussi là-bas? Oui, bien sûr, bien sûr. Et nous, en tant que maison d'édition, nous ne penchons pas trop pour le livre numérique. Parce que nous, on s'est dit que le livre numérique, ça tue un peu les maisons d'édition. Et ça tue nos auteurs. Alors c'est la concurrence en fait. Ah oui. La mauvaise concurrence. Tu ne dis pas son nom. Voilà. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous ai posé la question. Parce que... voilà, il y a Curtis Kake qui est avec nous. C'est également une solution numérique qui est sur le marché camerounais depuis plusieurs mois maintenant. Nous avons découvert Papers parce qu'en réalité c'est le projet. Il s'agit d'une bibliothèque numérique. Il s'agit également une librairie aussi
Il s'agit par la même occasion d'une application qu'on peut télécharger. Curtis, bon après-midi et bienvenue sur Royal FM. Ah, merci, c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau. Oui, c'est vrai qu'on vous a également vu au dernier salon international de l'industrie du livre de Yaoundé. Vous avez eu à tenir en haleine plusieurs, je vais dire, un public venu pour découvrir la solution numérique. Y a-t-il lieu d'avoir peur finalement de la solution numérique, du livre numérique, d'une application de distribution du livre? Y a-t-il lieu de craindre un peu pour... Je pense que la peur est inhérente à l'humain. La peur, c'est quelque chose qui est omniprésent. Il y aura toujours de la peur. Chaque fois qu'il y aura une nouveauté, il y aura de la peur. Et c'est normal. La véritable question, c'est est-ce qu'on devrait se laisser driver par la peur ou est-ce qu'on devrait dominer cette peur et regarder au-delà? Le digital, tous les changements viennent avec une certaine peur. Est-ce que ça viendra tuer la maison d'édition? Est-ce que ça viendra faire concurrence avec le marché? Ça, ce sont des peurs qui sont naturelles. Mais il faudrait se poser d'autres questions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut réellement promouvoir? Est-ce qu'on veut promouvoir une bonne histoire, une bonne œuvre, une connaissance? Ou alors est-ce qu'on veut absolument promouvoir un support en particulier? C'est la question que j'aime bien poser aux auteurs qui s'inscrivent sur Papers. Quel est votre réel but lorsque vous écrivez? Est-ce que vous écrivez pour éduquer quelqu'un? Est-ce que vous écrivez pour changer la vie de quelqu'un? Ou est-ce que vous écrivez pour que ce soit imprimé sur du papier? Ça, c'est la première question. Et là, il y a tout un écosystème qui rentre en jeu. Lorsqu'on écrit, on a besoin de se faire relire. On a besoin de se faire approuver. On a besoin de personnes qui vont nous accompagner dans cette démarche. Ça, c'est le premier rôle de la maison d'édition. Oui. Si on écrit un roman, est-ce que le style est correct? Si on cible une population de, je sais pas, de 12 à 18 ans, est-ce que les mots qu'on emploie sont corrects? Est-ce qu'on est en train d'aller dans une véritable vision, dans une véritable logique? Ça reste le métier de la maison d'édition. On ne pourra pas arracher ça à la maison d'édition. Maintenant, quant au format par lequel on distribue, le droit reste à la maison d'édition. Vous avez édité quelqu'un, vous avez accompagné cet auteur, vous avez les droits conformément à votre accord avec l'auteur. Maintenant, le support, lorsque vous voulez partager cette connaissance, vous pouvez choisir le format classique, papier. Vous allez sacrifier une dizaine d'arbres pour faire du papier imprimé dessus. C'est pas mon... Ah donc c'est écologique aussi. Donc, ou alors, vous allez choisir de distribuer en version numérique. Quels sont les atouts pour une maison d'édition? Vous, peut-être, qui éditez un livre particulier, quels sont les avantages de distribuer ce livre en version numérique? Le premier avantage, déjà, c'est le coût de production. On économise énormément parce qu'une seule version numérique peut être lue par des millions de personnes. Et il y a des droits qui sont reversés toujours aux maisons et les maisons continueront de partager leurs droits avec les auteurs. Donc il n'y a pas réellement matière à combattre le support numérique parce que ça vient en complément du support papier. Aujourd'hui, moi j'aime bien lire des romans policiers. J'en ai plein à la maison, mais je ne peux pas tous les emporter lorsque je voyage. Si je pars de Yaoundé pour Abidjan, je ne vais pas porter toute ma bibliothèque sur la tête ou dans le sac. J'aurai jamais assez d'espace pour transporter tous mes livres. Comment est-ce que je fais pour lire pendant que je suis sur le trajet? Si j'ai des versions numériques de ces mêmes ouvrages que j'ai en support papier, je peux les consulter. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, que je n'ai pas de batterie et que je veux lire, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin du support papier. Donc la version numérique a ses contraintes, la version papier a ses contraintes et les deux sont complémentaires pour faciliter la promotion, non pas du support, mais de la connaissance renfermée dans le les idées qui sont véhiculées en réalité. Les idées qui sont véhiculées. En tout cas, par rapport à je vais dire le poids, la charge, je me souviens, et puis parce qu'il est entré à l'Ankwekam, que lorsqu'il fallait déménager, il fallait emporter tous les livres, parce que c'était vraiment, c'est une bibliothèque énorme, et donc c'était pas évident. Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que l'un n'exclut pas l'autre. Tout à fait. Parce que il y a quand même cette senteur que l'on a quand on est face à un livre neuf, cette odeur-là, qu'on ne peut pas avoir avec le livre numérique. Donc en réalité, il y a d'un côté, il y a des bons points, et puis il y en a qui ont des difficultés à lire sur le numérique. Moi en particulier, je lis plus vite lorsque c'est sur le numérique par rapport au papier.
C'est-à-dire que vraiment c'est plus rapide. Un livre de 100 quelque chose de pages, on peut parcourir rapidement sur 2-3 heures. Mais le livre papier, c'est quelque chose que lorsqu'on on tient, on a bien l'impression de tenir un secret. Alors, finalement, au niveau des maisons d'édition, est-ce qu'on envisage ce type de collaboration? Et si oui, à quelles conditions, Odile? Alors, en Côte d'Ivoire, le problème qui se pose, c'est avec nos libraires. Vous voyez, on peut facilement, comme il le dit, publier les romans de façon numérique, et les scolaires et parascolaires. Voilà, c'est la question que je me pose. Parce que du coup, en Côte d'Ivoire, on a nos libraires qui vont vous dire, on est d'accord pour partir, vous allez prendre les romans, vous allez les mettre sur le numérique, mais le parascolaire, il faut forcément nous. Parce que l'enfant, il utilise le parascolaire à l'école. Il n'a pas besoin de numérique à l'école. Mais quand vous procédez comme ça, après nous, quand on finit de faire la distribution de l'école et du parascolaire, on vit comment? Puisque vous êtes maintenant tourné vers le numérique. Alors, quand on part sur cette base, vous voyez déjà qu'on a un souci avec nos libraires. Si on veut migrer vers ce qui est de numérique. Parce que le libraire, il va te dire carrément, moi, si je dois te distribuer, tu ne vas pas au numérique parce qu'il faut que tout passe par moi. Moi, je suis prêt, mais je veux faire et vos scolaires et vos parascolaires et aussi tout ce que vous éditez chez vous, dans votre maison d'édition. Il y a clairement un conflit d'intérêts. Voilà, c'est ce que je dis. C'est surtout avec les libraires, mais pas avec les lecteurs. Vous comprenez? Avec les lecteurs, il n'y a pas de problème. Mais c'est les libraires qui posent problème actuellement. Si le côté numérique réussit à convaincre les libraires, je ne sais pas comment ils vont s'arranger à fusionner quelque chose qui ne va pas nuire aux maisons d'édition. Nous, on n'est pas actants. Oui. Voilà, parce que le parascolaire, le scolaire, ça coince. D'accord. Apparemment, Curtis voulait rebondir, peut-être pour... Bien sûr, j'ai une bonne nouvelle. Déjà, avant de partager la bonne nouvelle, j'aimerais raconter une petite histoire qui m'a profondément marqué dans mon enfance et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Enfant, je passais beaucoup de temps avec mon grand-père et j'observais mon grand-père faire les champs. On avait une grande plantation derrière la maison et il passait beaucoup de travail. Il passait beaucoup de temps à travailler. Et lorsqu'il rentrait le soir, il rapportait parfois du manioc, il rapportait de la patate et tout. Mais j'avais de la peine quand je voyais mon grand-père transporter ses fardeaux. Et au fond de moi, je me disais, est-ce que je ne pourrais pas offrir à mon grand-père une machine qui pourrait l'aider à faire ce type de truc? D'accord? Et un beau jour, en grandissant, je me rends compte qu'il y a des tracteurs qui existent. Et je me dis, ah tiens, il faudrait que je grandisse et que je puisse offrir un tracteur à mon grand-père. Le tracteur représentait une forme d'innovation. Mais lorsque une élite du village a fait venir un tracteur pour la première fois, les villageois s'y sont opposés. Parce qu'ils disaient, eux, ils sont payés pour labourer, ils sont payés pour arracher des herbes. On vient avec la machine va leur arracher le truc. Donc, on se retrouve un peu dans un paradoxe. Est-ce qu'on veut alléger la tâche et penser au développement, ou alors est-ce qu'on veut absolument s'attacher au traditionnel, malgré le fait d'en souffrir? Donc la petite histoire, c'est pour transposer avec le livre. Aujourd'hui, le digital offre des perspectives nouvelles. Le libraire a peur, comme l'agriculteur d'avant avait peur de perdre. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a de nouveaux métiers qui se créent. Avec l'arrivée des tracteurs, il y a le permis de conduire. Ça n'existait pas avant, à l'époque où on transportait tout à la tête. D'accord? Et il y a les stations à essence qui sont nées. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui est pompiste, qui nourrit peut-être sa famille avec le travail qu'il y a. Donc il y a de nouveaux métiers qui vont se créer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il faut accompagner le libraire également dans la transition. Ce ne sera pas une transition globale, mais une transition partielle. Parce qu'on ne peut pas supprimer le support papier. On aura toujours besoin du support papier. Là, c'est rassurant. Effectivement, mais il y a de nouveaux métiers qui arrivent. Il faut faire cette transition, il faut accepter le développement. On ne peut pas combattre le développement et se plaindre en même temps d'être sous-développé. Et lorsqu'il y a des innovations apportées par nous-mêmes, on les combat. D'accord? Donc, il faut accompagner le libraire dans cette transition. Comment Papers se positionne devant cette problématique de la librairie? C'est qu'aujourd'hui, à l'intérieur de Papers, vous avez deux options. Vous avez soit la possibilité de lire la version numérique, soit la possibilité de commander une version physique chez un libraire.
D'accord. Là, directement, il a également une tablette. Il va recevoir la commande. Et du coup, ça ouvre son activité à d'autres perspectives. Comme ça, s'il était visible uniquement dans un quartier, peut-être à Abidjan, il peut commencer à être visible dans d'autres villes. Il y a des livres qui sont disponibles exclusivement chez certains libraires. C'est un livre rare qu'on recherche. Avec Papers aujourd'hui, on a la possibilité de connecter tous les passionnés de la lecture. Il s'agit d'une forme de réseautage aussi. Tout à fait. Celui qui possède le livre, qui se trouve par exemple à Abidjan, l'autre qui a le besoin à Yaoundé, on peut trouver un moyen de faire transiter le livre. Au moins, s'il sait déjà que ça existe quelque part. Oui. Il peut s'organiser pour entrer en possession. Alors, l'innovation numérique a été lancée depuis plusieurs mois aujourd'hui. Parce que quand on regarde bien sur Play Store, on se rend bien compte que ça fait 4 mois. Tout à fait. Et aussi bien le nombre de téléchargements augmente, vous organisez les webinaires. Quels sont les niveaux de résistance? Qui pose le plus de problèmes? Quels sont les publics qui sont les plus résistants face à l'innovation numérique? Et quels sont leurs problèmes qu'ils posent réellement? Jusqu'ici, je pense que la résistance ne vient pas de quelqu'un en particulier. C'est comme je le disais en début de propos, il y a une peur qui jaillit lorsqu'il y a changement. Donc la résistance vient du changement et c'est normal. Et on doit être dans une conduite du changement. Chaque acteur a son niveau de résistance. C'est vrai que la plus coriace pour le moment, c'est au niveau de l'éditeur, mais à chaque niveau, il y a de la résistance. Par exemple, au niveau du lecteur. Certains lecteurs vont avoir le souci de est-ce que c'est sécurisé en termes de moyens de paiement? Est-ce que si j'engage mon numéro de téléphone, si j'engage ma carte Visa, est-ce que derrière, il n'y a pas de risque? Ça, c'est peut-être une réserve de la part du lecteur. Là, il est rassuré lorsqu'il voit les technologies qui ont été utilisées. Il y a la possibilité de faire des tests. Il y a plusieurs éléments qui sont mis en place pour assurer. Au niveau de l'auteur, il y a des auteurs qui sont vraiment des auteurs de métier, qui écrivent des livres. Et il y a des personnes qui sont juste douées pour raconter de belles histoires, qui veulent partager de belles histoires. Eux, ils vont se questionner, comment est-ce que je fais pour vivre de ma création? Comment est-ce que je fais pour avoir le retour? Est-ce que si on vend mon œuvre sur Papers, est-ce que derrière, je peux suivre mes ventes instantanément? Et lorsqu'on leur présente le tableau de bord prévu pour les auteurs, ils sont rassurés. Parce qu'à chaque vente, c'est consigné. Lui-même, il peut prendre son téléphone, il essaye d'acheter son livre, il va voir instantanément, son compte est crédité, il peut essayer de faire le recouvrement, il va dire, ok, je veux qu'on me paye par virement ou bien par mobile money. Quand il reçoit ces éléments, il est rassuré. D'accord. Au niveau de l'éditeur, c'est là qu'il y a un véritable challenge. Parce que premièrement, l'éditeur n'aime pas les auteurs auto-édités. L'éditeur n'aime pas les gens qui écrivent juste comme ça parce qu'ils veulent bien qu'on respecte les règles de l'art. C'est normal. C'est pour ça qu'ils existent. L'éditeur veut pouvoir satisfaire les bibliothèques, les librairies et autres, parce que ce sont eux un peu les fournisseurs, entre guillemets, de ces établissements-là. L'éditeur veut satisfaire l'auteur, parce que c'est lui qui reverse les droits à l'auteur. L'éditeur veut satisfaire le lecteur, donc il est dans un carrefour total. Quand on veut attaquer quelqu'un, c'est l'éditeur qu'on attaque. Si le lecteur a un problème, c'est avec l'éditeur. C'est l'éditeur qui n'a pas vérifié les fautes d'orthographe. C'est l'éditeur qui a mal fait la mise en forme. Si en librairie, il n'y a pas de stock, c'est l'éditeur qui ne fournit pas assez de grandes quantités. Bref, ils sont dans un carrefour terrible. Et donc, quand on vient avec Papers, ils se disent, ah tiens, est-ce que ce n'est pas un nouveau problème qu'on veut nous rajouter? Et il y a donc cette barrière. D'accord. Alors, Curtis venait de citer beaucoup de griefs qui sont reprochés quand même aux éditeurs. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, la relation est aussi tendue avec les auteurs que c'est le cas au Cameroun? Parce qu'il parlait de librairies, parfois les stocks qui manquent. D'autres auteurs estiment qu'au niveau de la communication, dès que le livre est sorti, on a réalisé une dédicace, il n'y a plus d'informations. Comment est-ce que vous essayez de travailler avec les auteurs, vos partenaires, votre matière première en quelque sorte? Alors, chez nous, comme toute maison d'édition qui se veut vraiment sérieuse, doit avoir ce qu'on appelle un service communication. Nous avons notre service communication qui travaille après avoir édité les livres, qui travaille sur les livres avec les auteurs. Vous voyez, elle au Cameroun, mais on l'a édité depuis la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a eu un suivi. Et là, ce suivi-là se poursuit, d'où notre venue sur Yaoundé pour le salon. Donc, je vais dire, nous, à notre niveau, il n'y a pas de problème avec nos auteurs. Il y a tout un comité de lecture qui repasse en revue le manuscrit. Bien sûr. En fait, si vous voulez que je vous donne toutes les étapes pour... Allez-y, ça nous intéresse. D'accord. Alors, nous, quand tu nous approches pour dire que tu as ton manuscrit,
la première question qu'on va te poser, est-ce que tu as fait lire au moins par 3 personnes de ton entourage pour nous éviter un tant soit peu les fautes élémentaires? Ça d'abord. Quand tu nous réponds, on dit, oh d'accord, tu passes déposer ton manuscrit parce qu'on a notre maison d'éditorial. Et donc, c'est notre responsable éditorial qui va réceptionner ton manuscrit. Quand elle l'a réceptionné, elle va maintenant... Nous avons ce que nous appelons un comité de pédagogues. Oui. On a au moins 6 pédagogues en nos sein qui vont lire chacun à son tour ton manuscrit, qui vont corriger les fautes, qui vont voir d'abord la pertinence de l'histoire que tu racontes. Quand c'est passé chez ces 6, ça retourne encore chez notre maison, notre responsable éditorial, qui va revenir maintenant avec les pédagogues, faire ce qu'on appelle la mise en synthèse. Quand vous avez fini la mise en synthèse, en ce moment, le service de technique PAO, que nous appelons PAO, intervient. Et là encore, pour qu'ils commencent à intervenir, ça remonte sur notre PDG. Comme je vous le disais, Mme Amoakon, qui est très, très, très minutieuse et rigoureuse, qui va mettre son bon à tirer, le BAT. Quand elle a mis maintenant le BAT, on peut travailler, on peut discuter maintenant avec nos auteurs de contrats et de comment ils veulent qu'on édite leur roman. On est plus à des contrats d'éditeurs ou bien on partage? Alors, c'est ce que je dis, je ne sais pas comment les autres maisons d'édition travaillent, mais après je me dis que chaque maison d'édition peut avoir sa technique, sa méthode de travail. Voilà. D'accord. Alors, en réalité, est-ce qu'il n'y a pas des auteurs qui, quelquefois, mettent la pression pour que le livre paraisse très vite? Ah oui, ça, il y en a. Avec des contraintes de leur calendrier pour une dédicace qui doit être réalisée peut-être dans un mois. Oui, ça, on a été plusieurs fois confrontés, mais on prend la... Nous, on te dit, quand tu viens vers nous, nous ne faisons pas de boulot à la hâte. Elle, par exemple, elle a fait 2 ans. À 2 ans? 2 ans avant qu'on ait l'édite. Et puisque vous voyez, elle est au Cameroun. Quand nous finissons, nous nous ramenons. À chaque fois que nous allons travailler dessus, nous allons lui ramener son manuscrit pour qu'elle finalise. À chaque fois. Et ça a mis 2 ans. On a le souci de... Il ne faut pas éditer pour éditer. Il faut éditer tout en respectant les règles de la déontologie de l'édition. Il faut éditer en faisant en sorte qu'on n'ait rien à redire à ton livre. Parce que quand tu... Tout à l'heure, il a dit... Quand ça ne va pas, c'est la maison d'édition. Mais quand ça va, c'est l'auteur. Généralement. Voilà. Et donc, des petites coquilles, on se dit non, on n'a pas relu. Pour ne pas que tu paraisses ridicule. Une bonne maison d'édition, c'est ça d'abord. Et nous, aux éditions Ebuni, je peux vous dire que notre responsable, elle ne badine pas avec. Alors finalement, puisque nous parlons aussi de numérique, à quelles conditions vous êtes prête à travailler avec des maisons d'édition? Comment je veux dire qu'avec des solutions numériques, on travaille à quelles conditions? Y a-t-il au niveau des partages? Parce que généralement, c'est au niveau du pourcentage que ça fait souvent problème. Même avec les auteurs, on ne s'attend pas toujours sur les pourcentages. Est-ce que ce n'est pas là qui sera... C'est pour dire que nous, avec nos auteurs, quand on a fini, tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit, quand on a fini, qu'on a mis le bon à tirer, on vous appelle pour vous dire, nous sommes prêts à éditer votre roman, il y a le contrat, il faut que vous veniez pour qu'on passe d'abord notre contrat. Et le contrat, il est flexible. On s'entend avec nos auteurs. Quand c'est bon, en ce moment, on se lance dans l'édition. Quand on ne s'entend pas, bon, on vous remet votre manuscrit. Vous partez, vous pensez qu'on peut vous éditer selon vos exigences. Oui. Voilà. Alors, j'allais tout à l'heure vous poser la question. En ce moment où il y a quelques jours également, il y avait le salon africain du livre de Paris. Nous y sommes. Alors, vous êtes là-bas. Nous y sommes. Pourquoi y a-t-il une nécessité de créer un salon africain du livre, mais plutôt à Paris? Et peut-être pas en Afrique du Sud ou à Abidjan, et en faire un rendez-vous annuel? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller à Paris pour faire un salon africain? On a besoin d'aller à Paris parce qu'on veut toucher aussi la cible européenne. On ne veut pas se limiter. On se dit en Afrique, nous faisons des salons en interne chez nous. La preuve en est que voilà, Yaoundé fait son salon. Et là, quand on finit avec vous, il y a le salon de Libreville cette année, il y a le salon de Lomé. Il y en a tellement de salons en Afrique qu'on se dit déjà, côté africain, on a des salons en nos seins. Mais côté européen, il n'y en a pas. Et c'est Paris qu'on a choisi. Et je me dis, malheureusement, peut-être que ce que vous allez pas paraître déplorable, c'est que toutes les maisons d'édition ne peuvent pas participer. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est ce qui est déplorable. Sinon, il y a souvent des sélections. Que tout le monde puisse participer pour faire connaître nos vraies valeurs, nos richesses en Afrique. Vous voyez, d'où la nécessité d'un salon quand même parisien.
Voilà. Et les éditions Bernie sont là-bas. Nous y sommes. Est-ce qu'on ne pense pas aussi créer un salon de la même envergure? Parce qu'on a bien vu qu'il y avait un nombre de personnes, c'était assez impressionnant. Les Africains se retrouvent. Il y a même des Africains qui partaient de Libreville pour aller au salon de Paris, comme si, enfin, un peu comme si c'est le rendez-vous qu'il ne faut absolument pas gagner, perdre. Rater, oui, parce que vous voyez, nous sommes en train de donner, je veux dire, pour ne pas un peu trop exagérer, je dirais que l'Africain n'aime pas plus ou moins lire. C'est pas dans nos mœurs la lecture encore. Par contre, eux, ils ont ça en eux. Pourquoi ne pas aller... l'éditeur, quand il produit un livre, il ne veut pas que le livre de son auteur dorme dans ses tiroirs. Il veut vendre. Il veut que son auteur profite des fruits de son labeur. Vous voyez un peu? Mais s'il faut produire pour mettre sur nos passants, je ne vois pas pourquoi les auteurs vont vraiment trouver cette nécessité-là d'écrire et se faire connaître. D'accord. Donc il faut aller à la conquête de l'Europe. Et la porte c'est Paris. Il faut partir. D'accord. Il faut aller pour vendre, il faut aller faire connaître sa maison d'édition, il faut aller surtout faire connaître ce que nous savons faire aussi en Afrique. Oui. C'est important. Alors Curtis, est-ce qu'on, puisque l'application est sur Play Store, ça veut dire qu'on peut télécharger ça à Paris aussi? Bien sûr. Pas tout ailleurs. Est-ce que vous mesurez la portée de... C'est-à-dire la portée de cet outil? Est-ce qu'on est prêt également à aller conquérir d'autres marchés? Paris, par exemple, le salon. Je sais que cette année, peut-être si on n'était pas l'année prochaine, on y sera. Est-ce qu'on évalue déjà les autres marchés en dehors du Cameroun, qui est peut-être l'épicentre de l'affaire, mais il va falloir bien toucher les autres? C'est effectivement une réalité. L'application a une très grande portée. Et ça vient justement permettre de traverser les barrières. Pour la petite histoire, la première maquette de l'application a été conçue à Abidjan. Ah d'accord. Oui, j'étais en Côte d'Ivoire avec l'équipe à ce moment-là. Il manque uniquement qu'on ait les accords des moyens de paiement ivoiriens. On a engagé des éléments avec Wave et le mobile money ivoirien parce que c'est très différent. Donc sous peu, la Côte d'Ivoire également aura des moyens de paiement intégrés directement à l'intérieur de Papers. Oui. Aujourd'hui, à l'échelle internationale, Visa, Mastercard, c'est international. Donc toutes les personnes qui ont ces outils-là peuvent profiter de toute la connaissance africaine. Donc, Papers va permettre d'ouvrir le livre africain à l'échelle internationale et permettra aussi à certaines œuvres produites ailleurs d'être disponibles chez nous également. Parce qu'aujourd'hui, le premier vrai livre que j'ai fait publier a été publié sur Amazon. C'est dommage pour moi de me dire que mon frère en Côte d'Ivoire ne peut pas acheter mon livre parce que Amazon ne supporte pas les moyens de paiement ivoiriens. Ou alors il ne va pas commander, ensuite faire en sorte que ça voyage pour avoir sa version. Donc Papers va venir briser beaucoup de frontières et on aura la possibilité justement de rendre la connaissance accessible à tous, partout, qu'on soit en Afrique ou ailleurs. Le véritable problème, il y a un point que Ebony a soulevé tout à l'heure qui moi m'interpelle dans le bon sens et ça me crispe un peu parce que il faudrait réellement qu'on s'asseye avec les maisons d'édition pour bien leur expliquer certains éléments. Parce que la maison d'édition a le souci de commercialiser l'œuvre de l'auteur pour rentabiliser. Aujourd'hui, le digital permet d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que une maison d'édition qui édite un livre ne peut pas vendre un chapitre unique. Avec la version numérique, on pourrait acheter chapitre par chapitre. Je ne suis pas obligé de débourser 10 000 francs d'un coup pour acheter un livre. Je peux acheter le livre par partie. Je peux acheter aujourd'hui une partie, je lis la semaine prochaine, je lis une autre partie. J'ai la possibilité aussi à l'intérieur de Papers d'avoir des versions audio. Il y a des mamans qui ne s'expriment pas en français, qui ont de la connaissance à partager. Il y a des éléments qu'on peut partager pour promouvoir la culture. Et le digital aujourd'hui va venir faire dépasser ces barrières. Donc la maison d'édition, on ne combat pas les maisons d'édition. On est là pour la promotion de la connaissance. On est là pour partager une belle histoire. Une belle histoire est belle, peu importe le support. Que ce soit audio, que ce soit numérique, que ce soit sur support papier. Une belle histoire reste une belle histoire. Le travail de la maison d'édition ne sera jamais bafoué. Si la maison d'édition accompagne un auteur,
bah, elle aura son droit là-dessus. L'auteur lui-même qui a produit aura son droit là-dessus. Donc il faut pouvoir vraiment créer une synergie pour la promotion du savoir, pour la promotion de la culture, plutôt que la promotion du livre papier. D'accord. Alors, Odile, Karine, nous sommes là. Bientôt, nous allons nous séparer. Ouais. Alors, moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez rencontré d'autres maisons d'édition au Cameroun? Vous avez eu le temps d'échanger avec pour voir un peu les réalités, si c'est pareil Sur le salon, oui. On a eu à échanger avec pas mal de maisons d'édition. Et tout de suite, ce qui a fait la différence, quand ils arrivent à nos centres, ils disent « Waouh, vous faites du bon travail. Oui. Qui vous imprime ?» Ça, c'était la première question. C'est un imprimeur ivoirien? Oui, ivoirien et aussi en dehors de la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Peut-être de l'autre côté. Oui. Et ils nous ont dit comme ça qu'ils imprimaient en Chine. Ici, la majorité de ceux qui sont passés ont dit qu'ils imprimaient ici et en Chine. Par contre, nous ne travaillons pas du tout avec la Chine, côté édition. Vous ne souhaitez pas dire avec qui vous travaillez? Oh. Parce que ça fait peut-être partie des secrets de cuisine de la maison d'édition. Voilà, donc voilà. En tout cas, moi, je vais vous remercier d'être passé. D'abord ici à la radio. Puisqu'il reste encore un peu de jours, prenez le temps de découvrir Yaoundé. Vous verrez qu'au-delà des plats traditionnels, il y a des belles choses à rencontrer. Il y a des personnes qui vont certainement vous faire plaisir. D'accord. Alors, nous, on est là à Curtis. On va peut-être aller en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Il le faut. Sait-on jamais. Merci d'être tout passé également. Et c'est une innovation numérique qui elle est assez intéressante et nous allons continuer à en parler avec beaucoup de plaisir. Bon, le directeur général est déjà là. Jean Patiente Sala pour la suite parce que c'est lui qui prend avec diplomatie en mode majeur. C'est le lundi. Donc JPT, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à nos hôtes de la belle famille. C'est la belle famille. On va se retrouver dans la CAN qui arrive, c'est ça qu'on s'est dit en off. On va bien animer la CAN. La Coupe d'Afrique des Nations de football. Bonjour également à tous vos invités qui sont là et aux auditeurs. Nous allons continuer de scruter le monde tout à l'heure avec notre invité qui nous vient de la Fédération internationale de journalistes, la FIJ, qui est basée à Bruxelles et qui célèbre l'année prochaine ses 100 ans d'existence. Ce sera notre invité.